Cette femme, personne ne la connaît. On sait juste qu'un jour de 1995, elle est entrée au palais de justice de Paris et qu'elle a posé une enveloppe sur un bureau et qu'elle est repartie sans un mot. On ne l'a jamais revue, certains pensent même qu'elle n'a jamais existé. Dans l'enveloppe, il y avait 5 disquettes, 2000 noms, 3000 conversations privées. Tout ça enregistré depuis un immeuble situé à 50 mètres du bureau du président de la République. Et pendant 13 ans, l'État a répété que ça n'existait pas. Alors accrochez-vous parce que cette histoire commence par un attentat. Elle passe par un écrivain qu'on a détruit et elle se termine par un seul mot écrit à la main. Août 1982, rue des Rosiers, en plein Paris. Des hommes ouvrent le feu dans un restaurant du quartier juif. 6 morts. C'est bien un attentat antisémite qui a tué 6 personnes cet après-midi et en a blessé 22 autres. Mitterrand débarque sur place le jour même et promet qu'on retrouvera les coupables. Pour ça, il appelle un homme, Christian Proutot, le type qui a créé le GIGN. Proutot et ses gars s'installent aux 2 rues de l'Élysée, un petit immeuble à côté du palais. Officiellement, c'est une cellule antiterroriste et en vrai, c'est autre chose. Pas de statut légal, pas de contrôle, pas de juge. Une équipe qui ne répond qu'à une seule personne, le président. Sauf que l'enquête n'avance pas, 0 piste. Et une cellule secrète qui ne trouve rien, ça devient très vite une cellule secrète qu'on va fermer. Alors, 3 semaines plus tard, ils sortent un coup. Perquisition de nuit à Vincennes, des Irlandais. On trouve des armes, des explosifs, 3 arrestations. L'Élysée publie un communiqué triomphant. Les télés déroulent, la France a coincé les terroristes. Sauf qu'un journaliste du Monde ne comprend pas. Il s'appelle Plenel. Et son problème, c'est juste la logique. La rue des Rosiers, c'est un attentat antisémite. Et on lui explique que les coupables sont des indépendantistes irlandais. Les 2 causes n'ont strictement rien à voir. Je suis rubricard police à l'époque et je fais partie de ceux qui disent ça colle pas. Alors il gratte et il trouve. La perquisition était truquée. Les armes, c'est la cellule elle-même qui les avait apportées. Toute l'affaire est bidon, du début à la fin. Les Irlandais, eux, ont fait des mois de prison pour rien. Le scandale est énorme, un seul type est écarté, discrètement, et la cellule, elle, n'est pas dissoute. Elle change juste de méthode. Fini le terrain, à partir de maintenant, elle fera qu'une seule chose. Écoutez. Et le premier nom sur la liste, c'est celui du journaliste qui vient de les humilier. Les écoutes se passent dans les sous-sols des Invalides, des magnétophones qui tournent 24 heures sur 24, les conversations tapées à la machine et les transcriptions qui remontent aux 2 rues de l'Élysée. Plenel devient très vite l'un des hommes les plus écoutés de France. Logique, il ne s'arrête jamais. L'affaire Farwell, le Rainbow Warrior, à chaque fois, c'est l'Élysée qui prend. Mais le vrai cauchemar de Mitterrand, ce n'est pas lui, c'est ce type-là. Jean-Edern Allier, écrivain, provocateur, grande gueule du tout Paris, et surtout au départ un allié. En 1981, il fait campagne pour Mitterrand à fond. Il y met sa réputation, il monte au front, il attaque ses adversaires publiquement. Il faut chanter à réveiller les morts. L'homme n'est qu'une mouche du coche. Allez, cocher, fouette, lacère, l'air du temps. Et dans sa tête, il y avait un deal. J'aide, donc je serai payé. Mitterrand gagne, Allier n'a rien. Trop bruyant, trop incontrôlable, on l'écarte poliment et c'est tout. Au même moment, sa vie s'écroule. Ses journaux coulent et il est enterré sous les dettes. Alors, en 1985, il joue son dernier coup. Il écrit au président et lui demande d'effacer une dette fiscale de 750 000 francs. Dans sa tête, ce n'est même pas une faveur, c'est une facture, le paiement d'un service rendu. Et la réponse tombe. Non. Pas un mot, pas un geste, rien. Et là, quelque chose se casse. Allier ne le prend pas comme un refus, il le prend comme une trahison. Alors, il se venge de la seule façon qu'il connaît. Il écrit un livre, L'honneur perdu, de François Mitterrand. Dedans, 3 bombes. Le passé de Mitterrand sous Vichy, une fille cachée née hors mariage, dont la France ignore totalement l'existence, et un cancer diagnostiqué juste après son élection, planqué depuis des années. Retenez bien ça parce qu'on y revient à la fin. Tout ce que raconte Allier est vrai. À l'Élysée, c'est la panique totale. Ce livre sort avant 1988, Mitterrand est mort politiquement. L'ordre est simple, ce bouquin ne doit jamais exister. Et là, la cellule fait un truc dingue. Elle s'appelle les éditeurs. Un par un, toujours poliment, toujours avec son ton qu'on ne discute pas. Et un par un, ils se ravisent. 17 maisons d'édition refusent le manuscrit. Allier se retrouve seul, ruiné, mis au banc, mais il ne lâche rien. Et un soir, il passe chez Bernard Pivot, en direct, devant des millions de gens, et il lâche ça. Enlever un certain enfant d'un président de la République. Un progrès décisif. Un certain nombre de choses relatives au président n'ont pas encore été révélées. À partir de cette phrase, il branche son téléphone. Dans les dossiers, il a un nom de code, Kid. Kid a annulé son dîner de samedi soir car son père est à ses côtés. Kid ne veut pas donner de rendez-vous à la closerie. Il est en froid avec eux. Ses amis, ses dettes, ses amours et ses rendez-vous, tout est noté par l'État. Et il remarque un détail.
Allier passe ses journées à la Closerie des Lilas, un café de Montparnasse, plein d'écrivains et de journalistes. Alors, ils mettent sur écoute le téléphone public du café. Est-ce que vous réalisez des centaines de conversations de gens qui n'ont rien demandé, rien fait, qui passaient juste un coup de fil dans un bar? Tout est enregistré. Et pendant ce temps, la vie de Plenel est disséquée exactement de la même manière. Son nom de code, Béné. Béné et Marion se rendent en Savoie. Béné demande le code d'entrée des parents, 0437B. Le code d'un immeuble, noté par l'État. Les conversations avec la babysitter de sa fille, noté. Et le numéro de studio de sa compagne, noté. Et à l'été 85, quand Plenel a une brève liaison, la cellule le sait dans la journée. Elle identifie la femme, elle la localise, et elle la met sur écoute elle aussi. Dans la fiche, il est écrit noir sur blanc, c'est la maîtresse de Plenel. Et là, vous vous dites, mais on est quand même très loin du terrorisme. Et ce ne sont pas des cas isolés. Des centaines de personnes sont écoutées. Journalistes, avocats, écrivains, acteurs, politiques, l'actrice Carole Bouquet, des amis proches, des gens dont le seul tort est d'avoir le mauvais numéro dans leur répertoire. La cellule ne s'arrête plus parce qu'elle doit justifier son existence. Et comme il n'y a plus de terroristes à surveiller, elle se fabrique ses propres cibles. Reste une question, comment ils font valider tout ça? Parce que ces écoutes ne sont pas ordonnées par un juge, ce sont des écoutes administratives, les demandes passent par Matignon et certains dossiers font ticket. Alors il maquille. Plenel devient Béné, sa compagne devient Nicole et la demande d'écoute du journaliste est déposée au nom de sa compagne. Le motif indiqué sur le formulaire, trafic d'armes. Voilà le niveau. Pour écouter un journaliste du Monde, tu écris trafic d'armes dans une case. Et ça passe. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'à chaque écoute, ils laissent des traces. Des listings, des fiches et des disquettes. Et un jour, quelqu'un va les sortir de là. L'Élysée n'écoute rien. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Chirac arrive à Matignon, c'est la cohabitation et les écoutes s'arrêtent d'un coup. La cellule est mise en sommeil sans que personne ne sache qu'elle a existé. Le secret tient encore 7 ans. Et le 4 mars 1993, Libération sort l'info. Plenel a été mis sur écoute par l'Élysée. Une semaine après, on apprend qu'ils étaient des dizaines. Journalistes, avocats, politiques, écrivains, acteurs, Carole Bouquet découvre son nom sur la liste. Mais tout le monde a compris qu'une ligne rouge vient d'être franchie. Une enquête s'ouvre, sauf que le juge n'a rien. Des articles de presse, des rumeurs et un mur de silence. Il creuse pendant 2 ans dans le vide. Et puis, en décembre 1994, il se passe quelque chose. Un homme meurt, Pierre-Yves Guézou. Gendarme, et pas n'importe lequel, c'est celui qui gérait les fichiers de la cellule. Les noms, les codes, les transcriptions, il connaissait tout. Et pendant l'enquête, on lui demande de faire disparaître des archives. Il met fin à ses jours. L'homme qui savait tout emporte tout avec lui, et l'enquête est officiellement morte. Sauf que, quelques mois plus tard, une femme en noir entre au palais de justice. Elle pose l'enveloppe, elle repart. Et personne ne saura jamais qui elle est. 5 disquettes, 2000 noms, les fichiers internes de la cellule. Le 8 janvier 1996, Mitterrand meurt. Il ne sera jamais interrogé, jamais confronté à rien, il part avec sa version. Et 1 an après, on ouvre un box de garage en banlieue parisienne. Dedans, les archives personnelles de Proutot, des listings, des enregistrements et des transcriptions annotées à la main. De la main de François Mitterrand. Sur les fiches, il a écrit un mot, un seul, vu. Fin du débat, il ne savait pas vaguement, il lisait, ligne par ligne. Les conversations privées de citoyens français, dans le silence, dans son bureau. Et allié dans tout ça, il meurt en janvier 97, en tombant de son vélo à Deauville. Ruiné, à moitié oublié, son livre finira par sortir après la mort de Mitterrand. Et tout ce qu'il annonçait était vrai. La fille cachée, le concert, le passé vichiste, tout. On a écouté des centaines de personnes pendant des années, avec l'argent public, pour empêcher un homme de dire la vérité. Le procès s'ouvre en 2004. 22 ans après, Proutot, Plenel, Carole Bouquet, la famille alliée, tout le monde défile à la barre. Les condamnations tombent. De la prison, entièrement avec sursis, personne n'ira derrière les barreaux. Et quand on interroge les acteurs de l'époque, on entend toujours la même phrase. Raison d'État, sécurité, mission. Mais la vraie question, elle est pour nous. Parce qu'aujourd'hui, plus besoin de brancher le téléphone d'un café, tout est déjà dans notre poche. Cette affaire prouve une seule chose. Sans contre-pouvoir, une équipe qui a le droit de surveiller finit toujours par surveiller trop. Toujours pour de bonnes raisons au début. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que la sécurité de l'État justifie ça? Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. C'était Draven, et je te dis à bientôt.